Alors, India Burrage, je vais faire 36 ans cette année et je suis l'Operating Principal, la gérante de KW Oxygène à Perpignan. Voilà qui je suis. D'où je viens. Alors, parce que j'essaie de me revenir sur ce que tu m'as dit. Parce que tu me demandes. Alors, d'où je viens. L'immobilier, c'était depuis à peu près toujours que j'ai voulu faire de l'immobilier. Mais j'ai eu un cursus qui n'était pas forcément traditionnel dans l'immobilier, parce que j'ai pas fait d'études proprement d'immobilier. J'ai fait un bac scientifique et ensuite je me suis lancée en classe préparatoire Hippocagne pour ensuite aller en droit. Et j'ai fait un master 2 de droit des affaires. Donc j'ai poussé un maximum les études pour ensuite quand même me lancer dans l'immobilier. Puisqu'on m'avait dit que la meilleure école à l'époque c'était Century 21, j'ai écouté et je suis allée chez Century 21 à Blagnac à côté de Toulouse. J'étais à Toulouse pour mes études de droit, donc j'ai enchaîné directement là-bas. Très rapidement j'ai été agent, j'ai adoré faire ça, conseillère en immobilier, c'était super, le contact avec les gens. Je sortais d'études de droit où j'avais la tête dans le guidon, on parlait pas trop. Donc à ce moment-là, tu étais très jeune, tu avais quel âge à ce moment-là? J'ai eu mon master 2, j'avais 23 ans. D'accord. Voilà, donc j'ai fait mes études jusqu'à 23 ans, j'ai vraiment poussé au maximum, mais ça me démangeait de bosser. Les week-ends, en fait, pendant mes études, les week-ends, j'étais serveuse et justement, je commençais à savoir ce que c'était de gagner sa vie et j'avais envie de la gagner. Et vraiment, vraiment, tout ça a toujours été l'IMO, tu vois. Ouais. Et donc je me suis j'ai appris le métier chez Century 21 démarrage là-bas. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait des méthodes. J'ai compris rapidement ce que c'était, ce qu'il fallait faire. Fallait suivre un modèle, fallait y arriver. J'étais dans une agence avec un patron d'agence et une équipe exclusivement féminine pour le reste. C'est Donc drôle. un homme à la tête de l'agence et qui était ravi d'être entouré de plein de femmes. Et quelqu'un issu de la grande distribution, donc un peu caractère particulier. Et moi, je m'étais déjà dit à ce moment-là, j'ai pas envie de subir mon patron. Ça commence à m'agacer d'être régie et qu'on décide à ma place de ce que je dois faire, dire ou envisager. Donc ça commençait à sérieusement m'agacer. Et la vie a fait que j'ai dû partir de Toulouse pour me réinstaller à Perpignan, qui était ma ville d'origine, pour rejoindre mes parents. Et puis j'ai rencontré, comme tu le sais, Justin. Et du coup, je suis restée dans le même réseau et j'ai pris un poste de conseillère en immobilier à Perpignan, toujours dirigé par un homme. Mais par contre, j'avais passé un cap déjà à dire et ouvertement, puisque par mes études, je savais que je pouvais avoir la carte T. Ouais. Et donc, j'avais vraiment ouvertement, là, je commençais à dire et annoncer, un jour, j'aurai mon agence. Les gens rigolaient un peu en disant, oui, c'est la blondinette gentille Ouais. qui se fait conseillère et qui dit qu'un jour, elle aura. Mais bon. Oui, parce que en plus d'être brillante, tu es aussi très très jolie. Voilà. Ah, merci. Et que Tu non vois, mais je rougis là. que des fois ça aide, mais des fois ça dessert aussi. À cause de ça, Mais parce qu'on se dit elle est juste belle quoi. Voilà. Et la suite a été très très dure parce que justement quand je suis arrivée conseillère chez Century 21 à Perpignan, je suis arrivée dans une équipe strictement composée d'hommes. Ils n'avaient pas eu de conseillère femme depuis 2 ou 3 ans où elles étaient restées 6 mois, même pas. Oui. Et je suis allée dans ce contexte-là où c'était des anciens conseillers en immobilier qui étaient là depuis longtemps et pas de femmes depuis très longtemps, hormis l'assistante. Il y avait pas, c'est vraiment une équipe exclusivement masculine. Et sur le coup, je me suis dit comment je vais faire Oui. parce que je suis arrivée blondinette avec tout mon enthousiasme. Ils m'ont regardée et puis ça a été des réflexions sur réflexions dès le démarrage en disant oui, elle a été embauchée pour son physique, mais elle n'arrivera jamais à être à notre niveau, etc., etc. Et donc en fait, ça a été la meilleure école pour moi à ce moment-là parce que justement 2 ans après, j'étais première de l'agence en chiffre d'affaires. Et donc ça a été vraiment un challenge, ça n'a pas été facile.
Je me suis battue pour ça parce que je voulais montrer que j'avais autre chose que physique ou que ne serait-ce que je pense que sincèrement il y avait vraiment cette volonté de dire de toute façon c'est une nana, il y a aucune femme qui est restée dans cette équipe et elle y arrivera pas non plus. Et donc j'ai eu cette volonté forte de montrer le contraire et de prouver que c'était faux. Et donc j'ai fini première de l'agence en 2 ans ouais, à peu près. Et à ce moment-là, le patron n'allait pas bien du tout. Et du coup, j'ai un peu sauté sur l'opportunité, mais en parlant autour de moi, ma famille, mes amis, en disant franchement, ça va pas du tout au boulot, le patron il y est plus, il n'arrive plus à monter ses équipes, moi j'adore ce métier, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Et la question était de me poser, est-ce que je m'en vais pour aller ailleurs? Oui. Et cette manière, je me dit, mais il y a telle intention de partir, rien à perdre. Donc propose d'être manager. Et c'est grâce à ça que je me suis dit, mais il a complètement raison. Pourquoi je le propose pas? Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, bon, je m'en vais ailleurs parce que ça va pas, quoi. Oui. Et c'était un soir, on discutait, il me dit, mais ça va pas ou quoi? Je me dis, mais t'adores Century 21, t'adores les méthodes, t'adores ton métier. Pourquoi tu reprends pas les rênes? Et je dis, il a raison, j'ai rien à perdre, au pire, j'aurai un nom. Au pire. Exactement. Et je partirai ailleurs. Et je suis allée franco. Le lendemain, j'ai eu rendez-vous avec le patron. J'ai dit voilà, soit je deviens manager, je reprends les rênes parce que ça va plus dans cette agence, c'est désorganisé, c'est le bazar, soit je m'en vais. Et ça a été instantané. 2 jours après, j'ai eu la réponse, j'avais mon contrat sur la table. Donc j'ai eu la chance de devenir manager de cette agence-là, d'avoir la confiance de mon patron de l'époque. Il m'a dit écoute, vas-y, feu. Bon, il sentait bien qu'il était lui sur la tangente, que ça allait pas du tout. Et donc je suis arrivée un peu de façon providentielle sur ce poste-là, et j'ai fait 9 mois en tant que manager de l'agence. Et là, je me suis réellement révélée parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire et d'essayer. Et c'est vraiment là où je me suis aperçue que j'adorais transmettre, j'adorais recruter, j'adorais former. J'étais vraiment faite pour ça. Et comment ça s'est passé de manager des hommes? Ces hommes qui, au départ, t'avaient pas bien accepté dans l'équipe, même si tu as dû prouver le contraire, mais comment ça s'est passé à ce moment-là? Très très dur, ouais, c'était très dur. Alors, du coup, moi, j'ai quand même pallié rapidement à recruter des gens que je pouvais manager, mais le management des gens sur place, c'était très compliqué puisque justement, je passais déjà statut de collègue à manager, donc là c'était compliqué, mais effectivement il fallait se donner aussi une crédibilité en tant que manager, étant donné que je n'avais aucune expérience en tant que manager, même si j'avais fait mes preuves sur le terrain et je leur avais montré de quoi j'étais capable. C'est là où j'ai appris aussi à expliquer de façon la plus déontologiquement, enfin la plus pédagogiquement possible, tu vois ce que je veux dire, c'est au niveau de faire preuve de pédagogie, mais à 100%, parce que j'avais des gens réfractaires en face de moi qui n'avaient pas envie de prendre des méthodes, qui n'avaient pas envie de changer, clairement, et encore moins de se faire manager par moi. Donc, mais bon, ça n'a pas été une mauvaise expérience, parce qu'encore une fois, c'était dur, mais je me suis accrochée. L'agence a remonté la pente. Elle a eu un très bon résultat. Je veux dire, 9-10 mois, on a eu d'excellents résultats. Et parce que je pense qu'il y avait besoin, de toute façon, c'était vraiment un poste vacant parce que le patron avait laissé tomber. Et donc moi j'ai pu remonter ça, mais effectivement face à l'adversité masculine que j'ai pu avoir, il y en a qui sont partis d'eux-mêmes. Donc je crois que ils étaient 2, oui c'était ça, ils étaient 2 à être partis. Et le reste, j'ai re-recruté, j'ai reformé, j'ai fait un petit peu, j'ai formé des gens qui étaient ouverts aux méthodes, qui avaient envie, qui avaient la même envie. Et pour la petite anecdote, c'est des gens qui sont toujours chez Century 21 depuis maintenant 10 ans, que j'ai recruté à l'époque. C'est chouette. C'est magnifique. Ouais, donc du coup, je suis super fière parce que je sais que c'est parce que je les ai recrutés et formés, je leur ai donné goût au métier de l'époque, et qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans une structure qui n'est plus du tout, qui ne me concerne plus du tout, mais je suis très très contente de les avoir vus s'épanouir. Et donc suite à ça, mon conjoint qui était militaire, qui a vu à quel point je prenais plaisir à faire ce métier avec tous les avantages qu'il représente, s'est dit militaire ça va un temps, j'arrive à la fin de mon contrat, j'ai envie de faire de l'immobilier. Il s'est pris de passion à travers ce qu'il voyait de moi, et il a dit moi j'ai envie de le faire aussi. Et du coup on a ensemble décidé de faire notre agence, puisque moi je peux avoir la carte et lui aussi il avait cette volonté là. On s'est dit à 2 on sera plus fort.
Et du coup, on a commencé par racheter une succursale Century 21, qui était une agence qui faisait 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'était un point de vente. Et il y avait pas grand chose. Il y avait une conseillère, c'est tout. Nina, que tu connais. Oui, tout à fait. Voilà. Et on a racheté ce point-là. Alors on a plus racheté en secteur qu'autre chose, puisque c'était vraiment une agence. Il n'y avait même pas de chauffage. Il y avait un bureau avec Mina, qui était la conseillère de l'époque, et il y avait rien d'autre. Donc là, on s'est redressé les manches et on a dit, il y a tout à construire. Donc par mon expérience dans le management, on s'est dit on va prendre tout ça. Justin il s'est formé de son côté et puis on a tout repris, toute la structure, que ce soit administratif. Il a fallu recruter une assistante, il a fallu mettre en place des process, il a fallu recruter une équipe. Et ça c'était un gros challenge de se lancer, parce que finalement on avait payé en plus un fonds de commerce qui finalement ne valait pas grand chose. Donc on s'est dit feu, on y va. Et je résume parce que oui. Et au bout de donc c'était en 2012, en 2015 on a déménagé, on est passé d'une agence de 60 mètres carrés à 180 mètres carrés, et d'une équipe de une conseillère à 13 conseillers. Ouais, 13 conseillers, tout service confondu, avec la gestion qu'on a montée aussi. Et tu as une question? Non, je disais quelle évolution. Ouais. Et donc du coup, là où on est très fiers, c'est qu'on a vendu cette agence l'année dernière. Et le dernier chiffre d'affaires enregistré était 800 000 euros. Donc on est passé d'une agence qui faisait 80 000 à 800 000. Et donc on est super fiers. Parce qu'on s'est dit, on s'est battu. Vous pouvez... On s'est battu. Et alors l'anecdote, parce que je sais que t'en veux, c'est que cette réussite-là, souvent, dans le regard des gens, et ça c'est quelque chose que j'ai constaté qui m'a toujours fait halluciner, c'est que souvent de l'extérieur, parce qu'on commence à connaître de plus en plus de monde, on s'est dit c'est un relationnel, etc. De l'extérieur, naturellement, j'entends « Ah, Justin, qu'est-ce qu'il est doué !» C'est vrai ? Ouais. Je te jure. Tu m'avais jamais dit ça, tiens. Alors qu'après, évidemment, notre réussite sur Century 21, on la doit à tous les deux de façon complètement équivalente. Et Justin s'est jamais mis plus en avant. Il aime être dans la lumière, donc c'est sûr que c'est pas moi qui fais des vidéos, qui se met, tu vois, il fait beaucoup de vidéos, il adore ça. Mais malgré tout, c'est très très souvent que j'entends Ah, Justin, est-ce qu'il est talentueux ? Justin, il a fait ci, il a fait ça. Et après moi, je suis pas dans la reconnaissance parce que j'en ai pas spécialement besoin, mais je l'ai tellement entendu souvent que ça m'a toujours interpellée. Je me suis dit, mais tu te rends compte quand même, je dis, on a tout construit ensemble, et surtout il s'est mis dans le métier parce qu'il voyait la passion que j'en avais à l'époque. Et encore une fois, c'est, dans les yeux des gens, c'est plus Justin que moi, tu vois. Et comment tu le vis, ça ? Comme je te dis, je suis pas en demande de reconnaissance du tout. C'est pas un profil qui fait que j'ai besoin qu'on me dise que c'est moi qui fais ci, qui fait ça. Donc moi, je sais pas que je le vis mal, c'est que je constate qu'il y a un vrai problème dans le regard des gens. C'est-à-dire que quand on a une réussite, il y a forcément un homme derrière. Tu vois ? Ou alors il a fait plus que moi. Et c'est vrai que je le ressens d'autant plus que maintenant on a monté le market center KW Oxygène, donc même constat, on a tout vendu et on a reconstruit le market center tous les deux. Avec quelques investisseurs en plus, mais finalement on est tous les deux. Et c'est vrai qu'on a tout construit encore une fois. On est parti de zéro. On a pris une plateforme de 1000 mètres carrés, on a fait des travaux, on a tout restructuré, meublé. Et c'est vrai que pendant un temps, puisque maintenant je suis maman d'une petite fille de 4 ans et demi, donc il y a aussi la vie personnelle à gérer derrière. Et par exemple, pendant les travaux, Justin devait recruter, tu sais, de par son poste de team leader. Oui. Il devait recruter avant qu'on ouvre. Donc il avait commencé à faire des recrutements et moi pendant ce temps-là, il fallait que je m'occupe de la petite. Donc je m'en suis occupée de A à Z du matin jusqu'au soir. Il avait strictement rien à faire à la maison. Et là je parle de perso parce que ça aussi c'est un constat. Tu as raison d'en parler, c'est très important. Ouais, et si tu veux, je l'ai délesté de toutes les tâches que quelqu'un qui a une maison, il avait vraiment plus rien à faire. Tu
vois, parce que c'était vraiment volontaire de ma part, dans le sens où je me suis dit, je vais prendre cette charge-là à 100% pour que lui puisse recruter avant l'ouverture. À l'ouverture, on rééquilibrera les choses. Mais là, vu qu'il y avait vraiment besoin absolument de constituer une équipe pour que le jour de l'ouverture, on ait une équipe qui soit déjà un minimum prête. Donc du coup, il s'est complètement délaissé, donc avec la charge de travail et la charge mentale que ça peut représenter. Et il n'y a pas très longtemps, alors c'est l'anecdote parce qu'il n'y a pas très longtemps, un investisseur que je ne nommerai pas m'a dit oui, mais avant l'ouverture, toi t'étais où? Il me dit ah, tu faisais quoi? Et là, bon, gros moment de solitude, parce que quand on dit qu'on s'est consacré à 100% à son enfant et à la maison et à tout tenir pour que justement que son conjoint puisse faire le travail qu'il avait à faire à ce moment-là, en gros, je faisais rien. Eh Dans oui. l'esprit de beaucoup de gens. C'est-à-dire que Alors ton que travail à la maison ça... est considéré comme rien. Ah, complètement. C'est qu'en fait, on s'amuse, tu vois. On fait se rien. repose. Ouais. et je pense que toutes les mamans peuvent se rendre compte de ce que je suis en train de dire, Ouais. dans le sens où c'est une sacrée charge mentale de pouvoir tout gérer complètement et seule, parce que pour le coup, bon, Justin depuis est revenu, tout va bien pour moi. Oui. Mais sur le coup, j'étais vraiment la seule à gérer, que ce soit la rentrée de la petite, que ce soit tout, je faisais tout, mais c'était le deal qu'on s'était mis, donc il n'y a absolument pas de problème là-dessus à ce moment-là. Et c'est simplement pour se dire, mais dans l'esprit des gens, juste à ce moment-là, dans l'esprit des gens, attention, pas tout le monde, mais de cet investisseur-là, j'ai dit oui, tu aurais dû être beaucoup plus présente que ça. Moi, ma réponse a été dire, donc il aurait fallu que je vende ma petite fille, c'est ça? Que je la donne à quelqu'un pour que je puisse me consacrer complètement, comme Justin a fait au démarrage de Market Center. Je dis non, là c'était pas possible quoi. Et franchement je l'ai super mal pris sur le coup, mais je me suis dit finalement encore une fois c'est une question de vision que les gens peuvent avoir, des femmes qui travaillent mais qui sont au foyer, c'est-à-dire que nous c'est normal qu'on fasse tout et qu'on doit être parfaite sur tous les plans et s'investir autant dans la maison, mais même beaucoup plus qu'un homme, mais aussi beaucoup plus dans le travail, sinon ça va pas. Oui. Donc là, le rééquilibrage, il est bon dans le sens où aujourd'hui on a trouvé nos marques, parce que forcément quand on ouvre une très grosse entreprise, il faut trouver ses marques, ce qui est logique, et aussi pas trop bâtir sur la vie de Sienna, tu vois, de notre fille. Donc il faut qu'on arrive à concilier les deux, mais nos deux vies. Et puis c'est pas forcément évident quand on démarre une entreprise, mais ça c'est général, hein. Homme ou femme, on a toujours ce temps d'adaptation là. Mais toujours cette pression indirecte de dire qu'il faut tout faire et être parfaite partout. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ce ressenti en tant que femme entrepreneur. Quand j'avais pas ma fille, c'était presque plus facile et plus gérable, parce que finalement on tient sa maison, on tient son business, on peut travailler jusqu'à 20h, on n'a pas le stress de dire il faut aller chercher, il faut faire manger, il faut ci, il faut ça. Donc finalement je m'investissais pleinement, mais à partir du moment où j'étais maman et entrepreneur, c'est là où j'ai vraiment eu une bascule où on se pose la question de dire mais est-ce que les gens se rendent compte qu'on peut pas être investi comme un homme dans le métier parce que c'est nous qui sommes censés avoir la charge de l'enfant, tu vois? Ouais, c'est presque injuste. Mais ouais, mais c'est la société qui veut ça comme ça. Et même Justin, tu vois, je lui en veux pas du tout, au contraire, mais naturellement, il avait ce penchant de dire que c'est normal que ce soit moi qui le fasse. Oui. Eh oui. Tu vois? Oui. Et bon, on a eu de grosses discussions ensemble à ce sujet, tu vois, parce que ça a été un vrai sujet pendant quelques mois, là, à l'ouverture, parce que du coup, forcément, à l'ouverture, moi, il fallait que je sois là aussi, au boulot, de 8h du matin jusqu'à 19h, mais il fallait aussi que je sois à 18h pour aller chercher la petite. Oui. Donc, tu vois, et à chaque fois, je voyais dans la tête de l'investisseur en question qui était au market, ah, tu pars à 18h. C'est fou. C'est fou. Tu vois? Et tu te dis mais en fait on s'en sort pas quoi. Et donc là où moi je me rends compte avec le recul, parce que là c'est tout frais, hein, il y a quelques mois, je l'ai super mal vécu ça. Mais avec le recul, c'est qu'en fait si je suis dans la position dans laquelle je suis, c'est parce que justement j'ai de compte à rendre à personne. Et s'il y a bien un avantage d'être investisseur, d'être entrepreneuse, c'est justement de pouvoir faire comme on a envie. Et encore une fois, de plus avoir peur du jugement des gens, du mode de vie qu'on peut faire, et encore moins de nous voir comme une maman. Tu sais, c'est ce que tu me faisais penser, tu sais, quand on t'a catégorisé de maman. Oui.
Tu vois, Oui, c'est qu'à des moments, j'ai l'impression qu'on essaie de me retirer vers là. oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est Justin qui a fait, et moi, je suis maman, un peu entrepreneur, mais quand même maman, quoi. Et oui, Et alors que les hommes sont aussi des papas et que finalement, ben, il y a un papa et une maman et que les deux peuvent travailler, mais non, on met l'accent sur le fait que tu es une maman. c'est ça, Ouais. c'est exactement ça. Et j'ai absolument aucun problème avec mon rôle de maman. Au contraire, je m'éclate à être maman. Mais je ne suis pas que maman. Je suis Oui. entrepreneur et je sais aujourd'hui que l'entreprise qu'on a ensemble avec Justin, c'est nous deux. Et il n'y a pas plus d'investissement d'un côté que de l'autre. Et oui. Clairement, c'est du 50-50 de façon complètement égale. Et malheureusement, dans l'esprit des gens, comme je te disais, souvent, j'ai des petits ah, mais Justin ci, Justin ça. Et même un soir, une fois, je me suis retrouvée au resto avec des amis. Et il y avait d'autres personnes qu'on a rencontrées sur le coup. Et je parlais de KW. Et il disait ah oui, mais KW, oui, oui, le directeur, c'est Justin Froli. Et je dis oh, oui. Ben, après, je dis il est actionnaire principal, mais la gérante, c'est moi. Et l'idiot que j'avais en face me répond non, non, ça c'est pas vrai. C'est Justin Froley, le directeur. Vous êtes qui? Et je dis moi je suis gérante. Ça m'étonnerait. Hein. Comme ça. C'est incroyable. J'ai même pas cherché à débattre. Je me suis dit ouais, il y a du niveau là en face. Ouais, c'est Je crois incroyable. Incroyable. Et pareil, j'ai une super anecdote. Ça, franchement, j'en parlais même encore il y a pas longtemps. Un courtier en financement qui vient me voir, et à l'époque c'était la toute première agence que j'avais, Century 21. C'est énorme, ça m'a fait beaucoup rire parce que ça me fait encore rire aujourd'hui. Donc ce mec-là qui est très très macho, comme dans tous les sens du terme, mais comme on l'imagine, c'est avec la chaîne, hein, les poils qui sortent de la chemise, dans tout son cliché, tu sais. Il arrive avec sa valisette et ce jour-là, j'ai mon assistante qui était en congé et donc que j'ai dû remplacer. Donc j'étais au bureau de l'assistante. Il rentre dans l'agence, il s'installe devant moi, il s'assoit, il dit oui bonjour mon petit. Mon petit déjà, magnifique. Bonjour mon petit, est-ce que je pourrais voir ton directeur? Tu me connais. Alors du coup j'ai joué le jeu, je dis ouais, jusqu'où il va? Je dis ah non, mon directeur est pas là, qu'est-ce que vous voulez? Bon allez, tu me cales un petit rendez-vous avec le gérant là, et puis comme ça on sera en bon accord. Je t'enverrai des calendriers, tu auras les calendriers de telle marque. À l'époque je dirais pas la marque, mais tu auras des calendriers de telle marque à la fin de l'année, je t'apporterai des stylos. Tu veux bien? Et là, donc forcément, au bout d'un moment, je lui ai ressorti ma carte. Je dis non, mais appelez-moi. Et là, il regarde et il y avait marqué gérante. Et là, je l'ai senti avoir envie de s'enfoncer sous terre, 10 pieds sous terre. Il m'a regardé, mais c'est vous la gérante? Je dis oui. Ah, d'accord. Il s'est levé, il est parti, il a tourné les talons, il est parti. Voilà. Je crois qu'il était tellement mal, j'imagine, qu'il ne savait même pas quoi dire, quoi. Donc il est parti. Et 2015, je m'installe dans ma nouvelle agence qui est fait 180 mètres carrés, donc je suis passée de 60 à 180. Rebelote, il arrive, le même. Et il te reconnaît, j'espère, cette fois. Non, il m'avait pas vu, il voit d'abord l'assistante. Je dis oui, bonjour, je voudrais rendez-vous avec le directeur. Et je me souviens parce que j'avais mon bureau qui donnait sur l'accueil. Rebelote, il demande le directeur. Il s'était même pas renseigné de savoir qui c'était, quoi. Et moi, évidemment, de prendre grand plaisir à sortir de mon bureau et dire bonjour. Et là, oh, c'est vous? Encore? J'ai oui, toujours. Et là, encore une fois, une tronche pas possible. C'était très très drôle. Et là, récemment, c'est parce que c'est pas fini. Ah oui, parce qu'il est revenu. Et du coup, il a compris que c'était mort pour travailler avec lui. C'était impossible. Et là, récemment, encore à KW Oxygène, il a envoyé un mail en demandant un rendez-vous. Et c'est moi qui ai répondu. Je me suis fait plaisir. C'est incroyable. Je lui ai dit, je ne travaillais pas avec vous il y a 2 ans, je ne travaillerai toujours pas avec vous. Et d'ailleurs, il y a 5 ans non plus. Quand vous m'avez appelé mon petit, depuis, je crois qu'il n'a pas appelé une jeune femme mon petit derrière le bureau, une assistante. Mais je pense qu'il ne se permet plus, et j'espère pour lui. Mais c'est très drôle parce qu'à chaque fois, la tête qu'il avait, genre, oh non, pas encore elle, quoi. Ouais.
Oui, comme si c'était quelque chose d'incroyable que ce soit toi, que ce soit C'était pas impossible normal. pour lui. Moi, j'étais le monde petit, tu vois, derrière mon bureau. Enfin, voilà, j'étais forcément une assistante. Je pouvais pas être gérante. Et quel conseil tu pourrais donner, toi qui aimes transmettre? Et je remets quand même dans le contexte, tu as le Keller Williams le plus grand de France, Pour l'instant, oui. pour l'instant. Mm. Donc c'est une sacrée évolution. Et justement, toi qui aimes transmettre et transmettre ta passion en tout cas aux autres, quel conseil tu pourrais donner à ces femmes qui nous écoutent ou qui nous lisent aujourd'hui, en étant, vu ton parcours et que tu as passé toutes les étapes, aujourd'hui tu en es là. euh, Comment on fait pour en arriver là et quels conseils tu pourrais leur donner pour avoir l'envie de d'oser franchir le pas? Il y en a tellement, mais si vraiment ça doit être propre aux femmes, parce que je te dirais de la rigueur avant tout, tu sais, d'être rigoureuse et de pas se faire avoir par les on-dit, les gens, les conseils mal Ouais, avisés, la jalousie, tout ouais. ça, mais c'est toujours le même style de conseil, non? J'aurais plus tendance à dire que il faut se tracer une voie. Faut vraiment réfléchir à où est-ce qu'on veut aller et pas tourner la tête comme, enfin, si, pas se faire influencer, en fait. Mm. Parce que l'influence peut venir de personnes, même notre famille, même des gens qui sont très proches de nous, peuvent nous décourager. Dire non, mais c'est pas pour toi, je vais me faire l'avocat du diable, mais, oui, mais, on est les rois du oui, mais, et je pense qu'en tant que femme, si on suit ça, et qu'on dit non, mais t'es une maman, tu peux pas faire ça, tu es une femme, ils t'écouteront pas, tous ces choses négatives-là pourront faire que tu n'avanceras pas. Parce que si au bout d'un moment tu suis ça, donc vraiment, moi je suis arrivée là parce que j'ai écouté personne sauf ma voix, celle que je m'étais tracée. Tu sais. Oui, je comprends. Et s'entourer, évidemment, je pense que le rôle du conjoint est quand même important, c'est-à-dire que son conjoint doit avoir la même vision de notre envie d'entreprendre. Clairement, moi, mon soutien, ça a été mon conjoint. Et je pense que beaucoup de femmes qui ont entrepris ont un conjoint qui comprend aussi pourquoi on entreprend. Mais c'est l'inverse, c'est la même chose. Hein. Oui, C'est que beaucoup d'hommes qui entreprennent ont une femme qui les soutienne. Enfin, on n'est pas obligé d'être en couple pour entreprendre, c'est pas ce que je dis, mais si on est en couple, il faut quelqu'un qui comprenne et qui soutienne, sinon ça ne fonctionne pas. Je te donne un exemple, hein. Là aujourd'hui dans nos formations KW, il y a une formation qui est sur le travail personnel à faire sur son mindset, tu sais, sur l'état oui, d'esprit. oui. Et cette formation est un peu une formation clé KW. C'est vraiment du développement personnel. Ah ouais, c'est C'est vraiment passionnant. un atelier développement personnel. Et suite à cet atelier de développement personnel, alors c'est pas exprès, mais on a à chaque promo, on a une ou deux femmes, c'est énorme, hein, une ou deux femmes qui quittent leur mari. Mais Tu te c'est rends compte? incroyable. Hein? Parce qu'elles ont pris conscience du manque de Ouais, soutien peut-être ou du manque de... exactement. Et ce n'est que Incroyable. pour ça. Ce n'est que pour ça. C'est parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles se sont enfoncées dans une vie qui a été consacrée essentiellement à leur mari. Pour Ouais. celles qui ont quitté leur mari, hein, je dis pas que c'est systématique, heureusement, Oui, mais celles qui ont vécu ça, qui sont en train de le vivre, c'est à 100% des cas des femmes qui n'étaient déjà même pas soutenues pour leur venue chez nous. C'est-à-dire c'est... que tu le sais, nous on embauche des entrepreneurs. Oui, On n'est pas du tout dans le schéma salariat. conseiller, patron, c'est pas du tout ça. Mm. Donc on cherche des entrepreneurs dans les promos, on a à peu près moitié femmes, moitié hommes, hein, donc il n'y a pas de plus de femmes que d'hommes, très clairement. Je pense que tu peux regarder mon équipe sur le site. Nos agents, j'ai jamais fait la répartition, ce serait peut-être intéressant de l'avoir. Mais en tranche d'âge, en âge moyen, je dois être à 36-37 ans. Donc on est quand même plus âgé que l'âge moyen des conseillers en immobilier dans d'autres réseaux. Beaucoup de reconversions.
Et du coup, et c'est dingue. On ne pensait pas avoir cet effet-là au niveau perso, mais pour moi, il est positif dans le sens où ce sont des personnes qui se rendent compte du manque de soutien dans leurs projets. Elles ont de vrais projets, ces femmes-là. Elles ont envie de faire un nouveau métier pour la certaine parce qu'elles ne connaissaient pas forcément l'immobilier. Et quand elles font ce travail de développement personnel sur elles, elles s'aperçoivent de ce qui ne va pas. Donc, Et, en gros, et elles prennent conscience de certaines choses. Donc, ce que tu es en train de dire, clairement, c'est que l'immobilier est le meilleur endroit pour s'émanciper. clairement, oui. Dans tous les cas, si on choisit bien sa structure, bien entendu, parce qu'il faut qu'il y ait des formations, il faut que ce soit encadré. Il y a plein de, c'est pas évidemment que KW, c'est aussi d'autres franchises où on a des structures, on a des méthodes, on a une façon d'aborder le métier qui est très humaine. Et il faut être très très bien entouré. Mais l'immobilier en tant que tel, c'est un métier qui se féminise, certes, mais surtout qui permet d'avancer très très loin. Et on peut largement envisager de faire carrière en tant que femme dans l'immobilier. Encore faut-il avoir le courage de le faire. C'est là, en fait, la difficulté où les femmes s'auto-censurent par rapport à ça. C'est là où je te dis l'influence de ton entourage. Ouais. Et il faut soit faire le tri de son entourage si on sent qu'on est freiné. Et moi, ça m'est arrivé. Oui, ça commence par là. Ouais. De vraiment faire le tri des amis que je pensais être des amis qui n'étaient pas du tout à chaque fois, mais de façon insidieuse. Hein. C'est pas dire oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'était pas ça. De façon insidieuse, mettre toujours le point sur les dangers qu'on pouvait prendre, les risques qu'on pouvait prendre, et ne pas encourager de cette façon-là. Tu vois. Sur quand tu entreprends, il y a quelqu'un qui dit tu te rends compte, regarde le risque que tu vas prendre, regarde ci, regarde ça financièrement, et ton enfant, si tu n'arrives plus à le nourrir, tu vas faire comment? Enfin, ça, c'est vraiment pour moi de façon insidieuse. C'est des gens négatifs de façon insidieuse pour les femmes qui veulent entreprendre. Et donc, il faut faire le tri dans ces relations et garder que les gens qui sont positifs et optimistes sur leur projet. Il y a un point sur lequel je rebondis qui est intéressant et on en parle assez peu puisque tu l'as évoqué. C'est pour ça que je me permets de rebondir dessus. Vas-y. C'est la jalousie. Une femme, alors déjà, je dis pas qu'attention, on est des victimes et que parce que il faut faut rentrer dans des clichés ou parce qu'on est une femme, c'est forcément dur, etc. Même si ça reflète quand même pas mal la réalité, mais il faut pas non plus en faire un cliché. Mais justement, et toi, tu en fais partie de ces femmes qui ont réussi à passer les étapes, à faire carrière. À entreprendre des projets d'envergure, parce que là on parle pas d'une barque, on parle d'un paquebot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Donc là maintenant tu es le capitaine d'un paquebot. Et forcément ça suscite de la jalousie, que ce soit homme ou femme, hein. D'ailleurs les femmes ne sont pas épargnées de ça. T'es belle, t'es intelligente, tu réussis, tu fédères, t'es sympa, y a de quoi énerver. Comment tu le gères ça? C'est une question qui est dure. Oui, parce que c'est dur à gérer. J'ai l'impression de gérer. Donc, ce côté-là, moi, c'est vrai que si tu veux, la jalousie, pour moi, c'est un sentiment que j'ai toujours pas compris et que je vis pas. Ouais. J'ai jamais vécu de la jalousie. De l'envie, oui. De l'envie, c'est très différent. L'envie, c'est quand on voit une belle femme, quand on voit une femme qui réussit mieux, une femme qui a ci, qui a ça, on se dit, ah tiens, ça c'est de l'envie. Et pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. La jalousie est un sentiment que je ne comprends pas, que je ne vis pas, si tu veux. Donc la gestion des gens jaloux, oui, j'ai eu des gens jaloux qui m'ont fait beaucoup de mal. Et qui m'ont marqué à vie et qui m'ont justement peut-être renforcé. C'est plus comme ça que je le vois. C'est-à-dire que les traîtrises et les gens qui m'ont fait du mal, jalousie faisant, j'en ai eu de tout. Hein, j'ai eu des vols, des vols de fichiers, des gens qui voulaient ma place et qui ont ouvert une agence à 500 mètres à l'époque. J'en ai encore aujourd'hui qui font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et ces gens-là me nourrissent en fait, parce que je me dis ça me renforce.
Tu sais, quand on a commencé notre première entreprise en 2012, on était un petit peu, on n'était pas à Disneyland, mais presque, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est excitant de faire un nouveau projet. Bien sûr. C'est clairement ça, homme ou femme. Quand on est dans un nouveau projet et qu'on y croit, on est porté par l'énergie du projet, on a envie, on est à fond, et c'est les jalousies qui nous freinent. Mais finalement, elles m'ont freiné pour mieux rebondir après. Et donc c'est pour ça que quand je te dis je le gère pas, c'est parce que sur le coup ça fait mal. Sur le coup c'est très violent parfois. Les mots, les gens qui nous déçoivent, c'est toujours très violent. Il n'y a pas un moment où j'ai pas été affectée par ça, clairement. Mais tous ces gens-là, avec le recul, ont nourri ma rage de vaincre ça, de vaincre et de leur montrer que non seulement j'ai ni besoin d'eux, et qu'en plus leur jalousie m'a impulsée en fait. Et c'est comme ça que je le vis, et aujourd'hui je continuerai à le vivre comme ça. Selon toi, la place de la femme dans le milieu professionnel est soumise à la fatalité de cette jalousie, justement? Est-ce que c'est une fatalité? Il faut se résigner Oui, et l'accepter, complètement. l'accueillir et puis Oui, en faire une force, quoi, hein. ouais, en fait c'est l'affronter, tout simplement, parce que sincèrement, pour moi ce serait mentir que de dire, surtout quand on est entrepreneur, et qu'on réussit et qu'on a de beaux résultats, ce serait mentir que te dire que ça n'existe pas et qu'on tombera que sur des gens sympas qui vont nous rendre notre bien, qui seront bienveillants, qui auront envie qu'on réussisse. C'est absolument Ouais, faux. on se fait pas que des amis. Hmm. Et pas du tout. Et c'est pas du tout l'idée. Il faut rester fidèle à ses valeurs, il faut rester fidèle à ses convictions et rester intègre. Moi, c'est ce que j'ai toujours été. Mais j'ai mûri sur un sens, comme tu dis. Je suis plus là pour me faire des amis. Mm. Clairement, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour défendre ce que j'ai à défendre. Voilà. Et si ça ne convient pas, ou qu'il y a des gens qui jalousent ça et qui essaient de me mettre des bâtons dans les roues, parce que la jalousie, si on prend la définition de la jalousie, c'est une envie qui est à l'excès, qui fait que tu as envie de détruire l'autre. Mm. On est d'accord? Tout à C'est fait. ça la vraie jalousie, c'est-à-dire faire mal à l'autre parce qu'il est mieux que toi ou qu'il réussit mieux que toi. Mm. Et ben sincèrement, je te dis, moi c'est, je l'ai transformé en force parce que j'en aurai encore d'autres, parce que ça c'est pas fini. Je le sais, et je suis loin d'avoir fini ma carrière, donc je sais que je pousserai encore plus loin et que je vais avoir de plus en plus, soit plus en plus de jaloux, soit des jaloux de plus en plus virulents, j'ai envie de dire, mais ça ne me dérange plus. Et il y a vraiment ce message-là que je donne, et que je donne aussi aux femmes entrepreneurs qui travaillent avec moi. Tu sais, parce qu'elles vivent des jalousies à petite échelle, hein. Quand je dis à petite échelle, c'est les bisbilles entre collègues, comme on peut avoir partout, dans tous les métiers. Mm. Et j'arrête pas de leur dire mais déjà, laissez le temps au temps, vous verrez que les choses s'arrangent d'elles-mêmes sans que vous ayez à vous préoccuper de ce genre de choses. Mais aussi et surtout, habituez-vous, battez-vous contre ça, soyez fidèles à vos valeurs. Point. Ça sert à rien de commencer à essayer de se justifier face à des gens jaloux. On continue, on avance et on vit avec, en fait. Et comme tu dis, on en fait une force, en fait. Bon, ça me semble Voilà. être déjà de bons conseils. Je pense qu'on a pas mal de matière pour, j'espère, inspirer d'autres femmes à le faire. Bah, écoute, j'espère. Ce qui les empêche aussi souvent de se lancer, c'est la peur. On peut malheureusement difficilement rassurer cette peur, parce qu'effectivement, c'est une prise de risque, hein. L'entrepreneuriat, il n'y a pas d'entrepreneuriat s'il n'y a pas de prise de risque. Complètement. Mais je pense que les risques peuvent être aussi maîtrisés et anticipés. Donc voilà. Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Toi, ta situation, c'est de travailler avec ton conjoint. Mais tu as commencé sans lui. Ouais. Donc voilà, et c'est pas parce que vous travaillez ensemble aujourd'hui que c'est plus simple que une personne qui ne travaille pas en couple. Vous avez Non. aussi d'autres difficultés, Mm. et voire plus parce qu'il y a de l'affect au milieu. Ouais. Donc c'est pas plus simple. Et ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que la passion quand même nourrit tout le reste. Et c'est ça le plus important, je pense. Ah oui, complètement, ça nous porte, hein. Tu Mm. sais, les gens qui ont peur, récemment, on me l'a reposé en question, on me dit, Lydia, t'as jamais eu peur t'imagines les sommes qui ont été engagées sur un market center quand tu démarres, on dépasse le million d'euros en investissement. Oui. Et les gens me disent, mais c'est quand même effrayant ton histoire là, si tu te rends compte.
Et en réalité, c'est pas effrayant pour une raison, c'est que je me dis déjà, d'autres l'ont fait avant moi, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. Genre, Tout à fait. première chose. Tout à fait. Et je me connais. Je sais que je suis une battante. Que si j'y arrive pas pour X raison, j'y arriverai quand même. Parce que je me battrai pour y arriver. Je sais que j'aurai cette volonté qui justement est imperturbable par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant. Qui fait que je me connais. Je me connais, je sais comment je suis. Je sais que si ça va pas, je trouverai des solutions pour que ça aille. Ouais, tu te fais Et du confiance. coup, ma prise de risque, elle est minimisée parce que je me connais. Oui. Je sais exactement comment je pourrais réagir si ça allait pas. Et encore une fois, je prendrais modèle, je m'inspirerais des gens qui ont réussi en me disant, il y a un truc, il faut que je change. Et donc voilà, les femmes qui ont peur, il faut qu'elles se connaissent avant tout. Être entrepreneur, c'est d'abord se connaître. C'est d'abord se rendre compte de qui on est et de ce qu'on est capable de faire. Et donc les gens qui ont peur, c'est encore une fois qu'il faut vraiment faire un travail sur sa confiance en soi. Et ça, j'en suis intimement persuadée. Parce que du coup, moi, avec le temps, j'ai appris à me faire confiance. Eh bien, je trouve que c'est un très beau mot de fin. Voilà. Tu vois, je peux te pas répondre encore une heure, si tu veux. Oh, mais ça, je sais. Et c'est passionnant de t'écouter.